instrument de démocratie participative, et c'est pour ça que je pense aussi que Romain Gaillard a eu tout à fait raison de souligner le fait que cette conférence devrait être avant tout interactive, parce que je compte bien aussi qu'après vos propos, vous puissiez intervenir et poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Le but de l'initiative, c'est de rassembler au moins 1 million de signatures sur une population de 540 millions. Ça semble vachement facile. Et en fait, c'est pas ça du tout. D'abord parce qu'il y a des prérequis, des conditions. Il faut d'abord que au moins 7 États membres de l'Union atteignent un certain quota de signatures en fonction aussi, c'est une forme de pondération, en fonction de leur démographie. Je vous donne tout de suite un exemple. En France, il fallait recueillir 55 500 signatures. On en a recueilli 23 000. On est drôlement fiers de nous. Mais on doit être super content d'avoir finalement une eau qui est distribuée essentiellement par 3 grosses multinationales. GDF Suez, Veolia et la SAUR, S-A-U-R. Donc, on ne se pose pas apparemment trop de questions. Ça pose quand même le problème aussi du citoyen, y compris, alors déjà au niveau européen évidemment, mais y compris au niveau national, c'est-à-dire véritablement, est-ce qu'on a conscience qu'un bien commun, un service de l'eau, est quelque chose qui est un bien collectif et qui doit normalement appartenir au domaine des services publics. Ça, c'est déjà une première question. Donc, l'idée, c'est d'obtenir ce million de signatures, au moins, dans 7 des 28 pays membres, de manière ensuite à soumettre nos revendications en matière d'eau comme droit humain à la Commission européenne, qui, normalement, doit, pas forcément, mais devrait prendre en compte ces revendications et légiférer. Alors évidemment, après, c'est comme l'a souligné aussi M. Malos, vous savez bien que l'Union européenne fonctionne sur le mode du consensus. Donc, à partir du moment où on va obtenir le résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire pratiquement 1 900 000 signatures, dont 1 690 000 et quelques qui ont été validées, eh bien, nous allons être auditionnés par le Parlement européen et par la Commission européenne au mois de février prochain. Et normalement, d'ici au mois de mars prochain, la Commission européenne doit assurer le suivi et nous dire, en fonction aussi de nos arguments et des siens, si elle suivra notre projet qui consiste à dire il faut finalement retirer l'eau du marché intérieur. Ça n'est pas une marchandise comme une autre, c'est ce que vient de vous rappeler la vidéo. Et dans ces cas-là, il faut prendre une législation, autrement dit une directive, qui permette véritablement, non pas d'avoir de l'eau gratuitement, mais d'avoir de l'eau à un prix raisonnable et que cette eau soit surtout publique et qu'elle reste dans des mains publiques, c'est-à-dire sous le contrôle des autorités locales, les autorités de proximité, c'est-à-dire généralement les municipalités. Ça, c'est un premier point. On continue? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des prérequis. Et ils sont nombreux, c'est-à-dire que c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Autrement dit, il faut déjà avoir les épaules relativement solides, et comme l'union faisant la force, comme on dit ici en Belgique, eh bien, nous avons, nous, en tant que Fédération syndicale européenne des services publics, nous nous sommes fondés aussi sur notre réseau. D'abord, des réseaux d'affiliés dans les 28 pays et même au-delà. Et enfin, de toute façon, même ceux du au-delà ont un rôle à jouer, mais j'y reviendrai vers la fin du diaporama. En tout cas, pour les 28, c'était très clair. Nous avons dans notre panier, on va dire, dans notre corbeille de mariage, au niveau syndical, à nous occuper des fonctions publiques, c'est-à-dire État, hospitalière, territoriale, donc les municipalités, entre autres, hein, et puis justement aussi tout ce qui est service public, c'est-à-dire en général ce qu'on appelle les public utilities, les entreprises publiques qui le sont de moins en moins. Et dans ces entreprises publiques, il y a justement l'énergie, et puis il y a bien sûr la gestion de l'eau et de l'assainissement et la gestion des déchets.
là déjà, c'est une bonne base pour partir. On a des bases juridiques, voilà, c'est ce qui a été rappelé aussi, je crois, par M. Malos. C'est l'article 11, paragraphe 4 du traité de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne. Et nous nous sommes fondés là aussi sur l'article 14, sur les services d'intérêt général, parce que les services publics en tant que tels ne sont pas reconnus par l'Union européenne, ce qui nous pose d'ailleurs quand même pas mal de problèmes. Et puis donc sur les articles 209 et 210 sur les questions de coopération décentralisée. Donc ça on verra aussi vers la fin du diaporama comment au-delà de l'Europe, ce qui a déjà été indiqué dans la vidéo, nous nous projetons au niveau global, c'est-à-dire aussi au niveau mondial. Alors les obstacles, je vous l'ai dit, ils sont nombreux. C'est-à-dire que là aussi, comme l'a signalé M. Malos, il ne suffit pas d'avoir la volonté de lancer une initiative citoyenne européenne, c'est que ça nécessite véritablement aussi toute une logistique, une organisation. Au sommet, on va dire, de cette organisation se trouve ce que l'on appelle un comité des citoyens, qui doit être constitué d'au moins 7 personnes en âge de voter, donc résidant dans les différents États membres. En ce qui nous concerne à la FSESP, nous avons, rien qu'au niveau de la fédération, une quarantaine de personnes qui constituent ce comité des citoyens. Mais vous le voyez aussi, enfin j'espère, vous voyez les groupes et les organisations de soutien d'un côté, la CES, c'est-à-dire la Confédération européenne des syndicats, qui, donc, indépendamment des fédérations, regroupe les confédérations syndicales des pays membres, ce qu'on appelle PSI, c'est-à-dire Public Services International, l'international des services publics, qui est le pendant mondial de notre fédération. Et puis, différentes ONG que vous retrouvez, vous voyez, dans le cadre partenaire, et j'ai mis aussi les différentes significations des sigles pour vous donner un petit peu une idée des ONG qui nous ont apporté leur soutien